À voix haute. À voix mystérieuse. Texte de Jérôme Fouquet. Matt the Brain. 9e épisode. Les dieux de l'acropole. Les marches blanches qui défilent sous mes pieds me semblent interminables. J'essaie vaguement de les compter pour éviter de m'écrouler devant un soleil si impitoyable. Je n'avais pas idée que l'on puisse rôtir à une heure si matinale. Le prix à payer pour avoir donné corps aux inepties de mon hôtelier qui m'a suggéré de visiter l'acropole en plein mois d'août. Je suis à grosses gouttes, m'arrêtant constamment en quête d'un peu d'air ou d'un peu d'eau. Cette visite tourne au calvaire quand j'approche les colonnes de marbre en soupesant mentalement la gravité de me détourner de l'un des plus beaux vestiges de l'Antiquité. Pendant que je lutte intérieurement pour me soustraire à la contemplation du Parthénon, une femme d'une quarantaine d'années, grande et effilée, cheveux longs, garencés, flanquée d'une grande tunique en lin couleur crème, sandales grecques avec boucle aux pieds, approche. Je suis aussi intrigué par sa beauté que par la raison qui la pousse dans ma direction. Souhaite-t-elle me venir en aide, compatissante à mes difficultés physiques? Elle s'arrête à 1 mètre, me jauge d'un regard bienveillant, puis me glisse dans un anglais parfait. Si vous voulez retrouver Aaron, je peux vous aider. Cette apparition a le mérite de me remettre à l'endroit, irradiant mes petites cellules grises de 1000 décharges. Comment cette inconnue connaît-elle la raison de ma présence en terre hellène? Celle-ci est en effet dictée par la traque de mon ennemi numéro 1. Suite au rapport de Sylvain, ex-collègue à la criminelle, j'ai exploré la piste qui localisait Aaron en terre girondine. Connaissant son penchant pour les arts, j'ai cherché du côté du Grand Théâtre, magnifique écrin de l'Opéra National. Un certain John Nora, anagramme d'Aaron, a assisté de façon régulière à une dizaine de représentations durant 6 mois avant de se volatiliser. J'ai épluché les listings IATA, SNCF ainsi que ceux de loueurs de voitures à partir du dernier spectacle auquel il s'est rendu. La Traviata, ironiquement un de mes favoris. Pas plus de 2 semaines après celui-ci, un certain Anthony Stinoggia, anagramme de Agostini, nom de famille de Aaron, louait un véhicule au centre de Bordeaux et le rendait 6 jours plus tard au centre d'Athènes. Je dois convenir de l'obstination de mon ancien supérieur à prendre des faux noms pour voyager, preuve de sa culpabilité, ainsi que son manque criant d'imagination pour le choix de ces nouvelles identités qui m'ont permis de le localiser sans trop de difficulté. Ce qui me porte à penser, souhaite-t-il inconsciemment que je le retrouve? Il a rendu son véhicule il y a 3 jours, j'ai donc encore une chance de l'attraper. Le loueur m'a indiqué l'avoir vu prendre un taxi après avoir remis les clés de sa voiture. J'ai réussi à retrouver le chauffeur qui m'a affirmé avoir lâché mon ennemi en plein centre-ville, dans le quartier touristique de Plaka. J'ai donc arpenté la rue piétonne d'Hermou qui relie Saint-Agma, la place du Parlement, à Monastiraki, au pied du Parthénon. J'ai sillonné les hôtels et les bars avec la photo de mon ancien chef. Un des gérants du A comme Athènes, un rooftop avec vue imprenable sur l'acropole et l'agora, m'a rappelé. Un des serveurs a reconnu après mon passage hier la photo d'Aaron à qui il a servi un mojito la veille au soir. Il m'a donné rendez-vous à 11h dans son établissement pour me donner des informations susceptibles de m'aider dans mon enquête. Je me suis donc réveillé ce matin avec 2 heures à tuer, ce qui m'a mis dans des dispositions favorables pour accepter la suggestion de Maki, réceptionniste de mon hôtel La Toison d'Or, de visiter la colline sacrée. Je ne pensais pas avoir besoin d'autant de temps. Mais Maki m'a indiqué qu'outre le Parthénon, je devais absolument jeter un œil à l'Érectéion, le temple d'Athéna Niké, les Propylées, le théâtre d'Hérodus Atticus, le temple de Dionysos, l'agora romain, sans oublier le splendide musée de l'Acropole ouvert depuis peu et construit sur les ruines archéologiques du site. Moi, c'est Matt the Brain. Les fouilles de mon passé m'identifient comme capitaine de la célèbre crime. Mon actualité récente me définit comme détective privé, même si aujourd'hui je joue aux agents secrets pour une mission personnelle. Aaron a piétiné ma vie en détruisant les preuves de culpabilité d'un psychopathe que j'avais peiné à raisonner et qui a été relaxé, entraînant mon cerveau dans une folie destructrice qui a éloigné ma femme et ma fille dont j'essaie de reconquérir l'estime. L'heure de la vengeance a sonné. Je sais que j'ai besoin de comprendre et de me faire justice pour réparer mon existence et lui redonner du sens. De retour à l'acropole, je demande à cette belle inconnue son identité et par quel hasard elle connaît les raisons de ma présence en Grèce. Elle me répond naturellement qu'elle est l'esprit d'Érectée, le roi légendaire d'Athènes, a emprunté ce corps d'humain pour me transmettre un message.
Je l'écoute attentivement, mon cerveau ayant déjà été confronté à ce type d'apparition ésotérique dans une enquête précédente au château de Versailles. Aaron a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Nous voulons que vous le récupériez. Pour cela, je vais vous aider à le localiser. Ah, qu'a-t-il pris? Il a volé une statue du musée de l'Acropole de l'époque archaïque, le Mosophoros. Qu'est-ce que c'est que ça, le Mosophoros? Un homme qui porte un bœuf. Il a déjoué la surveillance du système de sécurité en soudoyant plusieurs gardiens, a engagé une équipe de malfrats qui a pénétré de nuit dans le musée pour dérober cette œuvre d'art qui date de 580 ans avant Jésus-Christ. Mais pourquoi? Vous n'ignorez pas que votre ancien collègue a quitté la police, par contre vous ne savez pas qu'il vit désormais du trafic d'œuvres d'art antiques. Il a déjà volé l'an passé plusieurs œuvres sur le site d'Ancor, dont il a tiré un bon prix au marché noir. Son expérience policière lui permet de déjouer les surveillances locales. En quoi puis-je vous aider? Pourquoi vous ne vous adressez pas aux autorités grecques? J'ai essayé plusieurs fois de communiquer avec des commissaires et leurs adjoints, sans succès. Ils n'ont pas de chakra ouvert pour dialoguer avec un esprit comme le mien. De plus, vous connaissez Aaron, vous savez comment il réfléchit. C'est ce qui vous a brillamment amené sur ses traces en terre hellène. J'ai... les chakras ouverts? Vous avez déjà échangé avec Mo. Il m'a dit de vous contacter. Les esprits discutent entre eux, vous savez. Alors, vous acceptez de nous aider? C'est qui, nous? La jeune femme esquisse un petit sourire, puis remet de l'or dans sa chevelure rousse. Nous n'avons plus le temps. Jetez un œil à l'une de mes jeunes filles. Elle vous guidera vers Aaron au coucher du soleil. Je tarde à lui répondre, mon cerveau englué dans le mystère de ces dernières paroles. Mon quoi est balayé par un meltem rafraîchissant au moment où elle poursuit son chemin vers la sortie du site. Je me décide à la rattraper. J'accélère le pas et touche son avant-bras pour l'arrêter. La jeune femme se tourne alors vers moi, non sans feindre la surprise, me dévisage comme si elle ne m'avait jamais vu, puis me lance une mélopée en grec dont la portée dramatique ne m'échappe point. L'expérience vécue avec moi au château de Versailles se reproduit. L'esprit s'est sans doute volatilisé. Jetez un œil à l'une de mes jeunes filles. Qu'entend-elle par là? J'essaie de réfléchir. L'esprit appartient à Érectée, le roi légendaire d'Athènes. Cela veut dire que, d'une, ce n'était pas une légende, de deux, que si son esprit a survécu plus de 2 millénaires, il s'est réincarné dans des dizaines de corps, à moins qu'il ne flotte dans l'air à la recherche d'une enveloppe charnelle. Cela chamboule intégralement ma vision de l'immortalité de l'âme. Le bâtiment du roi, l'Érectéion, se situe un peu plus loin sur le site dont je foule le sol. Je déplie mon guide. Le temple, reconstruit par Périclès il y a 2500 ans, suite à sa destruction par les Perses, comprend un portique composé de 5 statues, des cariatides, jeunes filles en grec. Quelle était la suite du message? Elle vous guidera vers Aaron au coucher du soleil. Je m'approche des statues de marbre encastrées dans la partie nord du temple, qui supportent l'entablement, à l'instar des colonnes pour le reste de l'édifice. Je scrute attentivement les sculptures inexpressives, dénuées de bras, de longues robes les enveloppant de la tête aux pieds. Je ne vois pas d'inscription. Aucune des statues ne diffère des autres. Dois-je attendre le coucher du soleil pour percer le mystère? La chaleur insoutenable aplatit mes quelques neurones vaillants sans l'ombre d'un remords. Zeus a vaincu Éole, plus aucune trace de ce bon vieux Meltem qui fit tant défaut à Agamemnon pour voguer vers Troie. Déjà 10h40. Mon rendez-vous avec le serveur du A en ligne de mire me procure une excellente raison pour fuir l'étuve. Conscient de n'avoir vu qu'un quart du site archéologique, je me dis naïvement que je reviendrai. Je redescends la volée de marche ancienne, longe un chemin tortueux pour atteindre les grilles d'entrée du site. Je me laisse porter par les circonvolutions de la rue Théorias qui déambule vers l'agora, lieu d'expression de la cité grecque antique. D'une jolie ruelle aux maisons colorées, Théorias se transforme et dévoile de vieux murs chiffonnés et tagués, des terrains vagues abandonnés, comme si le vernis touristique craquelait loin de l'acropole, livrant une réalité de misère sociale consécutive à une décennie d'austérité budgétaire subie par le peuple grec. De retour à Monastiraki, je contourne la rue Hermot pour pénétrer dans l'hôtel A. Un portier en complet gris me désigne froidement un ascenseur au fond d'un couloir aussi profond que lugubre. Difficile, quand on ne connaît pas l'endroit, d'imaginer que la terrasse du 6e étage représente un des rooftops les plus courus de la capitale. Je réclame Vassili.
Quelques instants plus tard, une mine juvénile se plante devant moi, cheveux bruns hirsutes, bouc taillé, lunettes de soleil Ray-Ban. Je suis toujours fasciné par l'énergie que mettent les jeunes pour soigner leur barbe au détriment. Je suis toujours fasciné par l'énergie que mettent les jeunes pour soigner leur barbe au détriment de leur coiffure abandonnée au bon vouloir de la nature. Ma fille m'a pourtant expliqué 100 fois qu'avoir les cheveux au vent était un signe de coolitude avancée. Malgré tout, je n'en suis toujours pas convaincu. Le serveur du bar me détaille dans un bon anglais ce qu'il a retenu de la visite d'Aaron. Un type stressé, méfiant, qui remettait souvent en place son feutre gris. Il n'a pas pris le temps de savourer son mojito qu'il a séché en quelques minutes, n'a pas semblé prêter plus d'attention que cela à la vue sur l'acropole, le nez vissé sur l'écran de son smartphone. Le serveur a essayé d'engager la discussion, se heurtant à un mur d'indifférence. Mon ancien boss a simplement expliqué qu'il était en voyage d'affaires, qu'il ne restait pas longtemps sur place. Tout ceci ressemble bien au Aaron que j'ai connu, toujours en mouvement, incapable de se poser une minute. Les chances qu'il soit encore dans la capitale sont donc sérieuses, mais je suis conscient que je dois agir vite, car il ne prendra pas le risque de s'y attarder. Où ira-t-il ensuite? Je demande à Vassili s'il connaît l'hôtel dans lequel mon ennemi a pris ses quartiers. Il hoche nerveusement la tête dans une moue contrite. Par contre, il se souvient d'un détail qui pourrait m'intéresser. Il avait un souci avec sa Rolex. Seules quelques boutiques pourront lui apporter une réponse dans le quartier des bijouteries près du Parlement. Vous devriez vous rendre là-bas et interroger les commerçants, sûr que votre type a dû s'y pointer à la première heure, vu comme il jetait un œil furieux à son poignet toutes les 30 secondes. L'étau se resserre. J'aurais bien ailé un taxi pour gagner du temps, mais le centre-ville est devenu majoritairement piéton depuis les Jeux Olympiques de 2004. Je presse le pas, changeant de trottoir dès que possible pour profiter d'un peu d'ombre bienveillante. Un quart d'heure me suffit pour rallier un quartier cossu à 2 pas du Parlement grec. Le serveur avait raison, les bijouteries s'enfilent comme des bolides dans un roadshow à proximité du quartier huppé des ambassades. Toujours agréable d'être un diplomate en mission pour profiter de commerces dignes de ce nom. Les 2 premiers marchands hérissent le sourcil devant la photo d'Aaron, mais un troisième me confirme l'avoir reçu dans la matinée pour une réparation. Je sens l'adrénaline monter, espérant que les travaux obligent mon ancien chef à revenir sur place. Malheureusement, l'horloger m'avoue qu'il a réglé lui-même le problème du rotor perpétuel il y a moins d'une heure sans avoir besoin de l'assistance de son atelier. J'essaie de rentrer dans la tête de mon ancien chef. Maniaque comme lui, il a dû s'angoisser devant son problème de rotor. La réparation a dû à l'inverse le soulager. Je l'imagine bien profiter d'une quiétude passagère à la terrasse d'un café. Il était capable, après le stress d'une affaire difficile, d'octroyer à l'équipe d'enquête un répit en nous offrant un verre, un moment dont il profitait également pour recharger les batteries. Je remonte la rue Canary pour atteindre la place Kolonaki, bordée de petites terrasses cossues, en serrant un petit jardin coquet. Je contourne la place côté gauche, percevant une petite ruelle ombragée entre 2 tavernes. Si j'étais à Aron, c'est là que je viendrais me détendre, à l'abri des regards. Je dépasse 2 lignes de buveurs de frappé, boisson locale à base de café glacé, imbattable pour lutter contre la chaleur, et m'arrête au milieu de la vénelle, le regard aimanté par un monsieur arborant un chapeau gris. La corpulence correspond. De 3/4 par rapport à moi, je ne peux accrocher son visage. Il porte un polo bleu marine, un pantalon de toile et une paire de Converse. Mon cerveau se fige. Je n'ai pas anticipé ma réaction quand je croiserai la route de mon ennemi numéro 1. Dois-je attendre pour l'attaquer dans une rue isolée? Dois-je le filer pour savoir où il loge et pouvoir intervenir ultérieurement? Je me rends compte avec angoisse avoir omis l'élémentaire. Aiguiser un plan. Je m'avance, incertain, vers Aaron, cherchant la phrase d'accroche qui le clouera sur son siège, l'empêchant de fuir. Rien ne me vient à l'esprit quand sa tête opère un léger oscillement dans ma direction. Ses yeux fondent sur les miens à grande vitesse comme s'il avait senti ma présence dans son dos. Je panique. L'espace s'accélère autour de moi comme dans un manège débridé. Une suée balaie mes tempes. L'air devient irrespirable. L'homme me sourit. Il me faut presque 1 minute pour comprendre qu'il n'est pas Aaron. L'insistance de sa grimace me porte à penser qu'il a une intention physique à mon encontre. Je détourne rapidement les yeux, fais marche arrière en me coulant le long de la place Kolonaki. Je tourne à gauche dans la rue Kapsali, infestée de petits traiteurs distingués et de bars à vin. Je prends la rue d'Hérodote qui me mène au musée d'art cycladique. Là, vanné par un air suffocant, je décide de m'y abriter. Une enfilade de poteries et de figurines datant de l'âge de bronze me happe d'entrée. Je découvre une brillante collection d'œuvres antiques provenant des Cyclades. Qui a dit que les îles grecques ne servent qu'à faire la fête? Je gravis les marches de ce beau bâtiment de style néoclassique quand mon téléphone se manifeste. « Ouaille, comment vas-tu ?»« Et toi,
Tu ne m'as pas donné beaucoup de nouvelles de ton voyage. Excuse-moi chérie, je suis un peu abruti par la chaleur, c'est une fournaise ici. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Non, pas encore, mais je ne désespère pas. Tu le portes sur toi? Quoi? Euh, non, je l'ai laissé à l'hôtel, je n'ai pas envie de le perdre. Matt, ne fais pas l'enfant, le talisman te protégera du danger, je sens que tu vas en avoir besoin. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je contrôle la situation. Vraiment? Why me sidère. À 2500 kilomètres, elle arrive à interpréter mes silences comme si elle respirait à côté de moi. Elle a parfaitement raison. Je ne maîtrise rien. Je n'ai aucune idée où se trouve celui que je traque, et plus la moindre piste pour m'en approcher. Le constat de mon échec me remplit d'amertume. Et maintenant quoi? Je dois délaisser ma raison pour de nouveau me fier à un esprit, tenter de me rendre à l'acropole avant le coucher du soleil pour espérer dénicher Aaron? Entre-temps, je choisis de m'attabler à une taverne du centre-ville pour savourer une bonne paire de souvlakis, ces brochettes de poulet mariné, agrémentées de frites et d'un pichet de vin rosé de Macédoine qui rafraîchit admirablement mon palais. Les serveurs s'occupent de moi avec diligence et affabilité, me donnant l'impression d'être un nabab en terre conquise. Ce pays a vraiment le sens de l'accueil. Je me plais à envisager d'y revenir avec Wai et Serena pour faire un peu de tourisme. Le peu que j'en ai vu soulève une vague d'enthousiasme qui me donne très envie d'en voir plus. J'ai entendu parler de la beauté de Santorin, évidemment, mais aussi du Péloponnèse, qui regorge de sites antiques attrayants comme Épidore ou Olympie. Une fois mon déjeuner englouti, le patron, un certain Costa, rond et débonnaire, me propose gaiement un petit verre de tsipuro, une eau de vie grecque. Je n'ai pas la force de refuser ce cadeau, mais regrette déjà quand je claudique sur le chemin de mon hôtel, mon sens de l'équilibre perdu dans les méandres des rues de la Plaka. Ma montre pointe 16 heures quand je pénètre dans ma chambre et m'écroule dans mon lit pour un début de sieste salvatrice. Morphée m'entraîne dans un doux rêve prophétique. Wai et Serena m'escortent sur le sentier de l'Acropole. Je leur présente toutes les merveilles de ce fabuleux site sous un soleil clément qui glisse sur notre peau en y diffusant un sentiment de quiétude. Nous déambulons gaiement vers le temple d'Athéna Niké. Je les devance pour mieux les guider. Je les sens pétris d'appétence culturelle et d'une envie de me faire plaisir. Je poursuis sereinement vers le temple de la Victoire, porté par ces belles ondes, quand une petite voix se fraye un chemin jusqu'à mon oreille. Aaron a pris quelque chose qui ne lui appartient pas. Le soleil se met d'un coup à trembler sous mes pieds. Je chancelle. Serena pousse un cri et s'effondre à son tour. Wai a un rictus étrange, tout vient de basculer en quelques secondes. Je me réveille en sursaut. 19h40, moins d'une demi-heure avant que le crépuscule n'apparaisse. J'opère une toilette express, enfile un t-shirt et un short, noue les lacets de mes baskets, agrippe une casquette et me précipite en dehors de ma chambre. 20 minutes plus tard, je veille à l'entrée du site de l'Acropole. Les rayons du soleil étirent les ombres de l'Érectéon. Je me plante devant les cariatides, décidé à transpercer leurs secrets, quand je sens une présence dans mon dos. Un adolescent aux cheveux blonds touffus, jeans troués, sneakers rouges, maillot de football, se tient devant moi, le regard narquois. Il se penche en avant, me faisant comprendre qu'il veut me parler. Mes filles ne dorment pas toujours à la maison. Il m'adresse un clin d'œil espiègle, avant de galoper en direction du Parthénon. Je ne cherche pas à le rattraper, conscient que l'esprit du roi d'Athènes a déjà quitté ce corps d'enfant. Je réfléchis à la portée du message qu'il a voulu me transmettre. J'ai dû me tromper. Mes filles ne dorment pas toujours à la maison. Y a-t-il une copie de ces statues sur un autre site? Je déplie mon guide d'Athènes. Je découvre que 4 cariatides endommagées ont été restaurées et sont désormais exposées au premier étage du musée de l'Acropole. 20h19. Le soleil darde ses derniers rayons. Conscient de la tyrannie de l'horloge, je fonce vers le bâtiment construit sur pilotis, surplombant les vestiges d'habitations antiques. J'ai peu de loisirs d'apprécier cette prouesse architecturale, focalisée sur ma mission. Je franchis le portillon de sécurité, animé par un sentiment d'urgence, puis achète un billet que je tends à un agent de contrôle qui me souhaite une bonne visite avec un grand sourire obséquieux. Je déambule dans la première galerie du musée, impressionné par les dalles du sol translucide, offrant une vue en plongée sur les fouilles archéologiques. De grandes vitrines rétro-éclairées promeuvent une série de poteries datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Le plancher de verre se termine au pied d'un escalier qui symbolise la pente de la colline de l'Acropole.
Au premier niveau, une étonnante forêt de statues archaïques s'étend dans un grand espace baigné par les dernières stries de lumière naturelle. Attentif à la présence des rares autres visiteurs à cette heure, je dépasse la première salle pour atteindre la mezzanine qui expose les sublimes cariatides. Le feutre gris attire d'emblée mon regard. Mon palpitant se rappelle à mon souvenir, pompant énergiquement une surdose sanguine. Polo de marque, pantalon fin de toile, petits mocassins cirés, Aaron arbore un style décontracté, chic, dont il ne s'est jamais départi. On peut dire beaucoup de choses sur son compte, mais pas qu'il manque de classe vestimentaire. Il tourne autour des statues comme un vautour autour d'une brebis. Instinctivement, je rabats ma casquette sur le bord des yeux pour éviter qu'il ne me dévisage, bien que je le sente exclusivement concentré sur sa tâche. Fomente-t-il son prochain cambriolage d'œuvres d'art? Il observe, évalue, prend des photos. Puis, il se dirige vers l'escalator de sortie. Je prends soin de le suivre à distance raisonnable. Il sort du musée, emprunte l'avenue Sigrou devant l'Olympion et la majestueuse porte d'Adrien par laquelle il pénètre dans le jardin national. Je ralentis, puis accélère à l'intérieur du parc. Plus de traces de ma cible. Un début d'angoisse me submerge. Je ne réfléchis pas et suis un chemin tortueux qui s'enfonce dans la végétation. Une grande avenue sépare le jardin en deux. J'aperçois Aaron de l'autre côté qui s'échappe. J'emboîte le pas d'un jogger pour me fondre dans le paysage. Il jette un coup d'œil furtif derrière lui. Je décide d'obliquer sur ma gauche et sors de son champ de vision in extremis. Il reprend sa marche, puis s'arrête sur un banc entre deux figuiers. Un homme d'une cinquantaine d'années, grandes lunettes de soleil, chemise bariolée, short kaki, ne tarde pas à s'installer à ses côtés. Je me retranche derrière une statue pour épier à ma guise. Une conversation s'engage. Enfin, Aaron se lève et s'éloigne vers la sortie. Vient-il de sceller les derniers détails du vol des cariatides du musée? Il se dirige vers le Parlement devant lequel il hèle un taxi. Par chance, une seconde voiture jaune jaillit. Je m'engouffre sur la banquette intérieure, criant « Interpol !» et ordonne au chauffeur, un petit moustachu au front ridé, de talonner ma cible en lui tendant furtivement ma carte de détective privé pour ne pas lui laisser le temps de l'analyser. Impressionné par mon assurance, il s'exécute, et nous filons dans les rues d'Athènes embarqués dans une course-poursuite qui me rappelle quelques glorieuses affaires de mon passé de policier. La circulation est dense, les scooters encadrent notre progression sous un concert de vrombissements. Après une dizaine de minutes, le chauffeur me fait signe que le taxi d'Aaron vient de se ranger sur le bas-côté. Je toise mon ennemi tandis qu'il règle sa course et s'engage sur la terrasse d'une taverne. Mon chauffeur m'explique que nous sommes dans le quartier de Psyri, un des plus vivants de la capitale par la qualité de ses commerces nocturnes qui attirent une clientèle d'Athéniens et touristes bobos. Je glisse un billet de 10 dans sa main qu'il garde tendu. Je comprends à son petit rectus perfide qu'il réclame un petit extra pour avoir joué les espions et lui glisse un second billet pour acheter son silence. Je pénètre dans la taverne, mais suis gagné par un embarras naissant. Aaron a de nouveau disparu de mon champ de vision. Je le traque vainement dans les visages attablés derrière les arbres, les lampions. Où diable s'est-il volatilisé? Dépité, je me laisse choir sur un fauteuil et me surprends à commander une mythos, moi qui n'aime pas la bière. À cet instant, je sens quelque chose frôler ma jambe droite. Un feulement me fait baisser la tête pour apprécier la couleur bigarrée du matou qui tombe à pic pour me consoler. Il accroche mon regard, se pelote une poignée de secondes sur mon mollet avant de s'enfuir en direction du fond de la terrasse, traverse les montants d'une grille qui le mène à une petite cour carrée qui doit appartenir à un hôtel, si j'en juge par le néon au-dessus d'une porte rectangulaire. Je comprends aussitôt où Aaron a filé. Je remarque en m'en approchant qu'il est possible d'escalader le petit muret qui borde la herse pour atteindre l'autre côté. Connaissant les qualités athlétiques de mon ancien chef, je ne doute pas qu'il ait choisi ce chemin pour semer ses éventuels poursuivants. Je décide d'en faire le tour, plus sage pour m'éviter de fragiliser mon épaule meurtrie. Je dépasse la taverne quand le serveur pantois cherche vainement preneur à ma belle chope de bière que j'aurais eu plaisir à siphonner. Le tour de pâté de maison me conduit à l'hôtel Poséidon, dans lequel je pénètre d'un pas décidé. Conscient que l'heure n'est plus au calcul mais à l'action, je tâte mon taser à travers la poche de mon pantalon. Je m'enquière auprès de la réceptionniste de la chambre de M. Stinoggia, avec qui je décrète avoir rendez-vous. Elle m'indique le numéro 203. Aaron a choisi un hôtel 3 étoiles passe-partout éloigné du centre-ville pour ne pas attirer l'attention. Quand je rallie le palier du 2e étage, je suis gagné par une appréhension qui grandit à l'instant où je remarque l'entr'ouverture de sa chambre. Je progresse pianissimo, mon pistolet à impulsion électrique en main. Mon palpitant refait des siennes. Je rase les murs où s'étire un papier peint au ton beige douteux. Je passe une tête furtive dans la chambre, prêt à bondir et expédier des milliers d'impulsions électriques. Face à moi, un lit impeccablement fait, un fauteuil club, une commode, un meuble télé, un mini-bar, une grande lampe porte-manteau halogène.
Aucune trace de ma proie. Je pénètre dans la chambre et visualise l'angle mort. Un homme portant un petit bœuf sur l'épaule me dévisage fièrement, le fameux Moshophoros. Je ne vois aucune trace de valise et conclus qu'Aaron a dû filer quand je sens un objet long et froid me titiller les lombaires. Tu t'intéresses à l'art archaïque maintenant, Matt? La voix d'Aaron transperce l'air de la petite chambre ainsi que le fond de mes tripes. Je comprends que je me suis jeté imprudemment dans la gueule du loup. Il me projette d'un coup de pied puissant en direction du canapé. Je me rattrape à ses accoudoirs en cuir et fais un effort pour me rééquilibrer en trouvant une position assise. J'opère un volte-face. Aaron a refermé la porte et me tient en respect de son colt. Comment as-tu su que je te suivais? Je lui demande. La réceptionniste? Tu devrais savoir que je n'accorde pas facilement ma confiance. J'ai mis une caméra dans le hall. Je t'ai vu te ruer ici comme une jeune fille à un premier rendez-vous. Quelle candeur, Matt. Je pensais t'avoir mieux appris. Tu as quelque chose à te reprocher, Aaron? Sinon pourquoi avoir mis une caméra dans le hall? Ne jouons pas à ce petit jeu. Je sais très bien que tu as connecté les fils pour l'affaire Torsini. Ton ami a dû causer. C'était une question de temps avant que tu ne remontes jusqu'à moi. Tu as raison. J'ai compris que c'était toi le coupable. Mais je n'ai pas compris pourquoi tu avais aidé un violeur assassin pédophile à s'en tirer. Pourquoi? Je te le dirai. Parce que tu vas me tuer alors. Autant vider ton sac. Que je sache avant de quitter cette terre ce qui a causé ma ruine. Et puis, tu me dois bien ça, non? Il se pince la lèvre hésitant. Je ne te dois rien, Matt. Ce que tu as fait pour moi était en tant que subordonné. Je ne vais pas te donner une médaille pour avoir fait ton boulot. Et puis, reste en dehors de tout ça, ça vaudra mieux. Tu t'attireras des ennuis. Tu ne sais pas de quoi ces gens sont capables. Allez, bye bye, Matt the Brain. Comprenant qu'Aaron va m'abattre comme un chien dans cette sordide chambre d'hôtel, je glisse mon pied sous le câble d'alimentation de l'halogène, seule source de lumière de la pièce. Je ne suis pas venu seul, Aaron. Mon téléphone est tracé, les renforts sont dehors. Je sens un soupçon d'interrogation et de surprise parcourir ses yeux. L'effet ne dure pas. Mon interlocuteur reprend prestement son air grave et déterminé. Tu mens. Pourquoi ne sont-ils pas intervenus pour me cueillir puisque tu connaissais le numéro de ma chambre? Tu essaies de gagner du temps. Finissons-en. À cet instant, je décroche la lampe du mur d'un vif mouvement du pied et me jette sur le côté. La lumière s'éteint au moment où jaillit une petite étincelle à l'extrémité du canon. Constatant que je ne suis pas mort, je jette mon taser qui atteint mon ennemi au bras. Il pousse un cri, puis la lumière du couloir flash avant de se dissiper dans un fracas de porte qui claque. Je me lève, éclaire la pièce de la lampe de mon smartphone, récupère mon arme sur la moquette avant de me précipiter dans le couloir. Personne. Un léger courant d'air balaie le palier. Je me retourne et comprends qu'Aaron a pris la tangente par une porte-fenêtre qui s'ouvre sur un escalier de service extérieur. Je passe une tête, 2 étages plus bas. Il pénètre dans une berline bleue, puis disparaît au coin de la rue. Une fuite rondement préparée. J'enregistre mentalement le numéro de la plaque, même si je me doute que cette piste s'arrêtera tôt. Mon téléphone vibre dans ma poche. Serena me demande des nouvelles. Devant ma réponse évasive, elle s'enquiert de savoir si j'ai porté le talisman de Wai. Ma fille me surprend. Je ne la croyais pas sensible à ce type de croyance. Je lui réponds par l'affirmative au moment où j'extrais la pierre verte de la poche de ma veste. Ébobie par ce que mes yeux découvrent, je lâche mon téléphone, qui rebondit sur la moquette olivâtre de l'hôtel. Un projectile de 8 mm traverse la pierre en son centre. Je comprends que je dois la vie à Wai. Mon cerveau discerne également qu'un esprit ami a investi le chat qui m'a pointé la planque d'Aaron. Des forces et des énergies positives m'ont guidé dans cette affaire. Mon scepticisme vis-à-vis du spirituel s'écaille davantage en même temps que ma logique cartésienne. Je me saisis de Moshophoros, que j'enveloppe dans une couverture et m'éloigne du Poséidon. Le musée de l'Acropole récupérera glorieusement son bien demain matin, que je lui renverrai par la poste soigneusement empaqueté dans du papier bulle. Une autre idée me trotte en tête. Maintenant que j'ai la certitude qu'Aaron a torpillé l'enquête, l'idée d'arrêter de le poursuivre me traverse l'esprit. Taire cette obsession me sera psychiquement bénéfique. J'ai la certitude qu'il est coupable de mon infortune. Cela pourrait me suffire. Mais je sais aussi que cette réaction ne durera pas. La vengeance est enracinée dans ma tête comme un lent poison. Je n'imagine pas qu'elle puisse se dissiper aussi facilement. D'autre part, il a ouvert la porte sur des commanditaires. Tu ne sais pas de quoi ces gens sont capables. J'ai besoin de creuser cette nouvelle piste avant d'espérer mettre mon esprit au repos. La recherche du numéro de plaque me permet de tracer la route d'Aaron dès le lendemain. Le véhicule a été retrouvé calciné par la police grecque au niveau d'un terrain abandonné à proximité du canal de Corinthe. Ma première hypothèse est qu'il a fui par la mer. Le canal menant côté ouest au golfe de Corinthe, qui relie la mer Ionienne bordant l'Italie. Côté est, il mène au golfe Saronique qui rejoint la mer Égée le long de la côte turque. Après avoir épluché le listing des passagers de 3 bateaux en partance, je n'ai rien décelé d'anormal. Peut-être
car Aaron s'est donné du mal pour brouiller les pistes. Il aurait aussi bien pu prendre un nouveau véhicule et filer vers le nord de la Grèce. Je dois, à contre-cœur, décider de suspendre la traque. Dans une enquête, il faut parfois rebrousser chemin, faute de ressources. J'ai quelques contacts chez Interpol qui pourront peut-être m'aider à retrouver sa trace à Rome, Istanbul ou ailleurs. Je décide donc de prendre mon vol de retour l'après-midi même et quitte la Grèce, le cœur mêlé de sentiments contraires. J'ai découvert un pays incroyable. J'ai sauvé une œuvre d'art, j'ai dialogué de nouveau avec un esprit, j'ai été sauvé miraculeusement d'une mort certaine par un talisman magique, j'ai retrouvé la trace d'Aaron qui a avoué le sabotage de l'affaire Torsini. Mais je n'ai pas échappé à un début de tragédie inhérent à la tradition hellène et me sens terriblement frustré de l'avoir laissé filer. Je sais qu'il va devenir plus méfiant. Les chances d'un prochain mano à mano s'amenuisent. Après une petite série de turbulences déplaisantes, mon avion finit par retrouver une position d'équilibre. Je sens que la tension retombe et relâche la pression de tous mes muscles, me laissant tomber sur mon fauteuil incliné. À cet instant, une charmante hôtesse me suggère une mitose criminellement froide. Je ne sais pas si les esprits continuent de me protéger ou si la vie est simplement bien faite. Quoi qu'il en soit, je savoure une dose de houblon fraîche. Que m'arrive-t-il? Je ne bois que du vin d'habitude. Mes chakras se sont-ils ouverts? Je ferme les yeux et souris en pensant à la réaction de Wai quand je lui aurai conté mes étonnantes aventures sous la protection des dieux de l'Acropole.